Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Il est des événements politiques qui peuvent nous sembler lointains, anodins, voire passer totalement inaperçus, mais sur lesquels il convient néanmoins de se pencher, parce qu'ils constituent en réalité autant de signes avant-coureurs de bouleversements majeurs s'apprêtant à changer la face du monde. Ces signaux faibles, l'Europe, en tant qu'aire géographique, vient d'en connaître 2 sur son sol en moins d'une semaine. 2 votes au sein de 2 ex-républiques soviétiques, toutes 2 proches de ses limites orientales. En Moldavie, un référendum visant à inscrire dans la constitution du pays l'objectif politique d'adhésion à l'Union européenne, et en Géorgie, une élection législative opposant le parti au pouvoir à une coalition partisane centrée autour de ce même objectif d'intégration à l'UE. 2 votes donc dont les résultats, comme les controverses ayant accompagné leur proclamation, montrent à quel point le modèle occidental et européen ne fait plus recette, y compris là où il semblait constituer, il y a encore quelques années, un horizon logique et indépassable. Alors, que s'est-il passé précisément aux portes de l'Europe ? En quoi exactement est-ce important ? De quelles transformations majeures ces événements sont-ils annonciateurs pour nous aussi ? C'est ce que nous allons voir ensemble, aussi objectivement que possible, sur un sujet qui peut déchaîner bien des passions dans cette vidéo du Fil d'Actu. Mais avant cela, on vous rappelle que nous sommes un média 100% indépendant qui n'existe que grâce à votre soutien, donc si à la fin de cette vidéo vous avez apprécié notre travail, vous serez invité à le soutenir via notre page de financement participatif Tipeee, dont le lien se trouve en barre d'infos sous cette vidéo. Mais ça, ce sera tout à l'heure. Tout de suite, place à l'info et à l'analyse. Instituțiile noastre. Eu încurajez cetățenii moldoveni să facă uz de acest vot și să-și exprime libera alegere. Voi, moldovenii, sunteți cei care decideți. Este alegerea suverană a voastră. Ce să faceți cu țara dumneavoastră? Nimeni nu poate interveni în această alegere. Vom investi 1,8 miliarde de euro în economia voastră în următorii 3 ani. Vom construi 2 spitale. Noi vom investi în mai multe conexiuni. Au lendemain de 2 scrutins décisifs pour l'avenir de la Moldavie, la présidente Maia Sandu a dénoncé l'achat de votes lors du référendum constitutionnel sur l'adhésion du pays à l'UE. Les partisans de l'Europe l'ont emporté avec une très faible marge, 50,4% pour le oui contre 49,6% pour le non, soit quelques milliers de voix d'écart. And there are people who just sold their votes. And in any democracy, it's normal to have people who have different views. What's not normal is to have a situation where criminal groups are bribing voters. I'm blaming the criminal groups who are using the dirty money to buy the Moldovan votes. Mais malgré ces affirmations, elle n'a fourni aucune preuve de corruption électorale. Les 2 principaux partis d'opposition moldaves qui penchent vers Moscou ont de leur côté considéré que c'est le manque de crédibilité de Mme Sandu qui a fait chuter le résultat du référendum sur l'UE. D'après le groupe de réflexion Watchdog, la Russie aurait dépensé une centaine de millions de dollars à l'approche du scrutin, dans l'espoir de le faire basculer. Ces derniers mois, des centaines de personnes suspectées de vouloir perturber le processus électoral ont été interpellées. Dimanche 20 octobre, les Moldaves étaient donc appelés aux urnes, notamment pour se prononcer sur le fait d'affirmer, dans la constitution du pays, son identité européenne, ainsi que le caractère stratégique de son projet d'adhésion à l'UE, la structure politico-économique supranationale. La Moldavie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit pays de 2 680 000 habitants, enclavé entre l'Ukraine et la Roumanie, où cohabitent des populations latines, culturellement proches de la Roumanie, et slaves, regardant davantage vers la Russie. C'est là le résultat d'une histoire complexe, où depuis 1812, le pays a été ballotté entre intégration à l'Empire russe, puis à l'Union soviétique, brève période d'indépendance et tutelle roumaine, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, où la Roumanie combattait aux côtés de l'Allemagne sur le front de l'Est. République soviétique jusqu'en 1991, le pays devient alors indépendant, mais reste marqué par les fortes disparités entre les populations qui le composent. Une partie de son territoire, la plus dynamique économiquement, la Transnistrie, attachée à son héritage soviétique, a même fait sécession dès 1992 et constitue encore aujourd'hui un état de fait, quoique non reconnu à l'international. Très marquée par son histoire commune avec la Russie, la Moldavie s'est néanmoins progressivement rapprochée,
Au fil des années et des crises politiques émaillant ces 3 dernières décennies d'existence, des intérêts américains portés par l'OTAN, l'organisation politico-militaire du traité de l'Atlantique Nord. Elle s'est aussi rapprochée de l'Union européenne, notamment depuis l'adhésion de la Roumanie en 2007. C'est ce rapprochement, déjà entamé en 2014 par la signature d'accords de libre-échange avec l'UE, qui devait donc être gravé dans le marbre à la suite du référendum du 20 octobre. Ce qui, à en croire les observateurs occidentaux, ne devait être qu'une formalité, les Moldaves étant particulièrement enthousiastes à l'idée d'intégrer l'UE, comme le montraient d'ailleurs tous les sondages, donnant un oui tutoyant les 60%. Sauf que les choses sont loin de s'être passées comme prévu. Dimanche soir, autour de 23h30, les premiers résultats partiels sont publiés. Et là, c'est la douche froide pour les européistes. Alors que 87% des bureaux de vote ont été dépouillés, le non fait la course en tête, avec plus de 54% des suffrages. Mais le lendemain matin, à l'annonce des résultats définitifs, le scrutin s'est au final inversé. Le oui à l'UE est désormais en tête et l'emporte de seulement quelques milliers de voix. Que s'est-il passé dans la nuit pour qu'un tel retournement de situation ait lieu? La réponse est simple. Entre-temps, le vote de quelques 230 000 Moldaves expatriés, vivant pour la plupart au sein de l'Union européenne ou aux États-Unis, a été comptabilisé. Un vote très différent de celui des Moldaves résidant sur le territoire de la Moldavie, le oui à l'UE dépassant au sein de la diaspora les 70%. En cause, une sociologie électorale très particulière évidemment, les expatriés faisant partie, pour nombre d'entre eux, des gagnants de la mondialisation, voyant dans le libre-échange européen une opportunité, en décalage avec la vision des populations présentes sur le territoire national, en particulier dans les régions rurales, travailleuses et russophones du pays, où le oui a, par endroits, à peine atteint les 5%. Alors certes, le 20 octobre, en Moldavie, le oui à l'Union européenne l'a légalement emporté, à 50,38% des voix, avec quelques 13 000 voix d'avance. Néanmoins, c'est là pour l'UE une victoire à la Pyrrhus, et pour l'unité de la Moldavie, une très grave défaite. Car, s'il est une chose que ce référendum a montré, c'est bien l'absence de consensus national sur cette question, et sur celle de la voie que le pays doit prendre. Et si ce référendum a mis cela en évidence, nul doute qu'il a également fait naître chez les Moldaves de Moldavie le sentiment de s'être fait voler leur vote par une élite mondialisée et déconnectée qui n'aura pas, contrairement à eux, à subir les conséquences de leur choix. Imaginez demain le cas où les Français, établis à l'autre bout du monde, feraient à eux seuls basculer l'avenir du pays. Sans le moindre doute, des voix s'élèveraient pour remettre en cause la légitimité du résultat. Légitimité qui, contrairement à la légalité, est avant tout une question de point de vue. Et avec ce référendum, il est fort à parier que si l'UE peut donner l'impression d'avoir gagné, le rêve européen, déjà sérieusement abîmé, a pour sa part pris encore un peu plus de plomb dans l'aile. Elle pensait voir le oui l'emporter sans difficulté, mais c'est le visage grave que la présidente moldave s'est exprimé. Selon les résultats provisoires du référendum au principe de l'adhésion à l'Union européenne, le oui l'emporte certes, mais d'une très courte tête après une nuit de dépouillement où le non sortait gagnant. Une surprise et un revers pour Maia Sandu, alors que les derniers sondages estimaient une victoire du oui à 60%. Mais pour la présidente sortante, la percée de l'opposition dans les urnes s'explique par une tentative d'ingérence du Kremlin. Nous avons des preuves claires que ces groupes criminels visaient à acheter 300 000 voix, une fraude d'une ampleur sans précédent. Nous ne reculerons pas dans notre défense de la démocratie et de la liberté. Să fie ca Uniunea Sovietică. Noi vrem și cu Rusia și cu Europa, pentru că de ce spunem că Republica Moldova e țară neutră și independentă? Noi nu avem interes de conflict. This year we plan to significantly increase our support to Moldova by providing its armed forces with additional military equipment. Autre pays, autre vote, mais globalement, même message. 6 jours après le référendum moldave, c'était aux citoyens géorgiens de se rendre aux urnes, cette fois pour décider du visage de leur nouvelle assemblée, et partant de là, de leur futur gouvernement. Si la Géorgie est bien sûr un pays bien différent de la Moldavie, leur histoire récente, tout comme leur situation sociale, politique et géographique, présente néanmoins un certain nombre de similitudes.
Située au carrefour de l'Europe et de l'Asie, entre la Russie, la Turquie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et bordée par la mer Noire, la Géorgie, près de 4 millions d'habitants, fut rattachée à l'Empire russe au XIXe siècle, avant de devenir elle aussi, après une brève période d'indépendance, une république soviétique. À la chute de l'URSS, elle est le théâtre de conflits violents, notamment liés aux revendications séparatistes des provinces russophones d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, encore aujourd'hui objet de vives tensions. Dans les années 2000, sous la houlette de son président Mikhail Saakashvili, notamment conseillé par un certain Raphaël Glucksmann, la Géorgie se tourne entièrement vers l'Occident, vers l'UE et vers l'OTAN. Mais, accusé d'exercice autoritaire du pouvoir et de participation à des entreprises criminelles, Saakashvili doit quitter le pouvoir et la Géorgie en 2013 et laisser la place au parti politique Rêve géorgien qui progressivement tente à pacifier ses relations avec la Russie et à prendre ses distances vis-à-vis de l'Occident. Une réorientation politique perçue par les milieux occidentaux comme une dérive autoritaire et un alignement sur les intérêts du Kremlin, entraînant en réaction d'importantes manifestations pro-européennes dans les grandes villes universitaires du pays, soutenues par nombre d'organisations non gouvernementales, ainsi que par la présidente de la République, européiste et en rupture avec la formation politique dont est issu le gouvernement, des manifestations abondamment relayées par les médias occidentaux au printemps 2024, présentées comme la réponse de la société civile à des tentatives d'ingérence russe. Dans la foulée de ces manifestations, l'approche des élections législatives, prévues pour le 26 octobre, amène les principaux partis d'opposition pro-UE à se coaliser en vue de chasser Rêve géorgien du pouvoir et d'inscrire, comme en Moldavie, l'objectif d'adhésion à l'UE dans la Constitution. Une coalition pro-UE qui, à en croire les observateurs internationaux, n'est censée ne faire qu'une bouchée du parti gouvernemental. Sauf que là encore, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. Pourtant, le 26 au soir, la coalition européiste, suivie par la présidente de la République, n'hésite pas à se proclamer vainqueur de l'élection, sans même attendre les résultats, sur la seule base d'un sondage sorti des urnes, commandé par une chaîne d'opposition et mené par un institut américain. Mais la proclamation des résultats officiels, partiels puis définitifs par la commission électorale, vient bientôt doucher les espoirs de la coalition. Au final, le parti au pouvoir remporte largement l'élection, avec plus de 54% des voix, la coalition pro-UE n'en totalisant pour sa part que 37,6%. Une élection, donc, dont le rêve européen ressort encore une fois grand perdant. Douche froide pour le camp pro-européen. Les résultats de la commission électorale donnent le parti Le Rêve géorgien, pro-russe, gagnant des législatives avec un peu plus de 54% des voix. L'opposition crie à la fraude, d'autant que des observateurs dépêchés sur place ont fait part d'irrégularités lors du scrutin. Salomé Zourabichvili, la présidente pro-européenne, appelle ses concitoyens à descendre dans les rues. Ces élections ne peuvent pas être reconnues. À commencer par Washington, qui demande une enquête. Nous nous associons aux appels lancés par les observateurs internationaux et locaux. They have a right to know what happened this weekend, and they have a right to see that electoral irregularities are investigated. Georgians, like all Europeans, must be the masters of their own destiny. Alors comment expliquer cela ? Bien sûr, les analystes internationaux, les intellectuels et organismes atlantistes, les partis politiques pro-UE et les commissaires européens ont une réponse toute trouvée. Si l'UE a perdu ou constitue désormais un sujet de discorde suffisant pour mener des pays au bord de la guerre civile, là où auparavant elle engrangeait des succès électoraux, ça ne peut bien évidemment pas être parce que le projet qu'elle porte, celui d'un monde construit sur les principes de libre circulation des biens, des capitaux et des services, et l'idéologie qui permet de justifier ce projet, ne font plus recette. Non, selon eux, si l'UE ne suscite plus l'enthousiasme, si les peuples ne voient plus la soumission à ces règles de fonctionnement et la dissolution de leur souveraineté nationale dans la mondialisation comme un horizon à atteindre à tout prix, c'est tout simplement parce qu'ils sont manipulés par la Russie. C'est tout simplement parce qu'ils sont sous la coupe de Vladimir Poutine, ce fou qui caresse le rêve de reconstituer la Russie impériale ou l'Union soviétique, on ne sait pas trop, et qui pour cela n'hésite pas à mener des entreprises de désinformation de masse contre l'Europe, et lorsque cela ne suffit pas, à tricher ouvertement pour faire basculer les scrutins et faire reculer partout la démocratie, la liberté et l'Europe. Et lorsqu'il s'est agi d'expliquer le désaveu moldave ou la déroute géorgienne,
Telle fut bien sûr l'explication qui nous fut servie sur un plateau. Or, il se trouve que cette explication commence aujourd'hui à devenir de moins en moins convaincante. Pourquoi ? Tout simplement parce que cela fait 10 ans qu'elle nous est systématiquement servie. À chaque fois qu'un peuple quelque part dans le monde ne vote pas comme les tenants de l'organisation sociale actuelle le voudraient. Ce fut le cas lors du vote britannique sur le Brexit en 2016. Ce fut le cas lors de l'élection de Donald Trump quelques mois plus tard. Mais pas uniquement. Si vous vous en souvenez, ici même, au fil d'actu, nous avions été invités en 2019 à un séminaire organisé par la Commission européenne consacré aux questions d'influence et de désinformation. Nous en avions d'ailleurs tiré une vidéo hallucinante dans laquelle une fonctionnaire européenne nous demandait, en tant qu'influenceur, de combattre la désinformation négative de Poutine en faisant, nous, de la désinformation positive, sous-entendu favorable à l'UE et à la Commission, envers notre public. Si vous n'avez jamais vu ce reportage, on vous invite bien sûr à aller le visionner, vous trouverez le lien en description sous cette vidéo. Faire un narratif positif de quelque chose de négatif que les acteurs de désinformation sortent, d'une façon moderne, d'une façon parfois ludique même, pour pas rentrer dans cet négativisme, si tu veux. Je crois qu'on a tous une responsabilité ici. C'est d'une première phase, disons ça, de désinformation, mais positive, où disons qu'on a commencé à manipuler l'information, mais pour des finalités un peu positives, parce que d'une certaine manière pour avoir Obama, disons ça, à une deuxième phase de manipulation de l'information pour arriver à ce qu'on a eu, Trump. Et il se trouve qu'au cours de ce séminaire, on nous avait remis ce document que nous vous montrons aujourd'hui, expliquant que la Russie était, entre autres, à la manœuvre derrière le référendum d'indépendance de la Catalogne, en Espagne en 2017, derrière le résultat des élections allemandes la même année, ou encore derrière les résultats des élections italiennes en 2018. Et depuis, l'ombre de Poutine continue d'être systématiquement agitée à chaque nouvelle échéance électorale, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. Pour autant, il ne s'agit pas d'être naïf et de nier cette possibilité. Et autant dans le cas d'un obscur référendum en Catalogne, l'explication par la Russie peut sembler un brin ridicule, autant lorsqu'il est question de pays frontaliers de la Russie, peuplés d'importantes communautés russophones et ayant avec elles une histoire commune, il va de soi que la Russie a un intérêt à ne pas laisser ces pays se soustraire à son influence, cesser de commercer avec elles, voire accueillir sur leur sol des bases militaires de l'OTAN. Dès lors que l'on est conscient de cette réalité, on se dit que oui, forcément, la Russie a dû chercher à peser sur le vote, et que si elles sont invérifiables à notre échelle, il n'y a rien de délirant à imaginer qu'elle ait pu pour cela mentir, acheter des soutiens, voire utiliser des agents de terrain pour intimider des votants ou organiser des bourrages d'urnes là où elle en avait l'occasion. Que la Russie n'ait rien fait pour peser sur les votes moldaves et géorgiens, eh bien c'est ça qui serait très surprenant finalement. Pour autant, il convient aussi de relativiser l'impact de cette ingérence supposée. Déjà parce qu'à regarder certains faits, on se dit que la Russie n'a pas fourni tant d'efforts que cela pour influencer les scrutins. Par exemple, lors du référendum moldave, la population de la Transnistrie, une province séparatiste russophone, s'est très peu déplacée aux urnes, préférant boycotter un scrutin considéré comme illégitime. Moins de 5% des 400 000 inscrits y ont voté. Or, le vote de cette province seul aurait suffi à faire pencher la balance pour le non. Si la Russie avait vraiment cherché à tout faire pour que le non l'emporte, n'aurait-elle pas pu donner quelques consignes pour que les Transnistriens, pour la plupart acquis à sa cause, aillent voter ? N'a-t-elle tout simplement pas pensé à user de ce levier ? Voilà qui semble peu probable. Mais surtout, s'il s'agit de n'être pas aveugle aux tentatives d'ingérence russe, il ne faudrait pas en oublier celles, évidentes à grande échelle, de l'Union européenne et de l'Occident. À en croire un article du Financial Times, la Russie aurait consacré l'équivalent de 1% du PIB moldave à influer sur la campagne référendaire. D'où vient ce chiffre exact ? On ne le sait pas. Comme il s'agit d'argent sale, la somme réelle est en réalité difficile à estimer. En vérité, cela pourrait être la moitié comme 2 fois plus. Mais admettons, 1%. En 2023, le PIB de la Moldavie s'élevait à 16 milliards d'euros. Donc 1% de cette somme, cela fait environ 160 millions d'euros. 160 millions pour, selon le journal financier britannique, perturber le référendum. Cela fait, certes, une belle somme, mais en réalité, cela ne représente pas grand-chose par rapport à l'aide d'1,8 milliard d'euros que 10 jours seulement avant le scrutin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'était engagée à verser à la Moldavie en signe d'amitié lors d'un déplacement express à la capitale moldave.
Une aide exceptionnelle, la plus importante versée depuis l'indépendance du pays, financée par les contribuables européens, donc français, afin de construire des hôpitaux et des écoles, et qui tombe comme par hasard à 10 jours d'un scrutin à haut risque pour l'UE. Qu'est-ce donc là, sinon une tentative éhontée, à grande échelle, d'acheter le résultat d'un référendum, à côté de laquelle les efforts russes, on le rappelle, 160 millions d'euros semblent bien dérisoires. Mais non, pour les institutions européennes, il s'agit là d'un simple dispositif de soutien, incomparable avec les tentatives de déstabilisation de la Russie. Au passage, les Français seront ravis d'apprendre à quoi sert leur argent. Il n'y a pas d'argent magique. Vom investi 1,8 miliarde euro în economia voastră în următorii 3 ani. Vom construi 2 spitale. Au lendemain de 2 scrutins décisifs pour l'avenir de la Moldavie, la présidente Maia Sandu a dénoncé l'achat de votes lors du référendum constitutionnel sur l'adhésion du pays à l'UE. Les partisans de l'Europe l'ont emporté avec une très faible marge. We hear a lot about Russian disinformation. Tell us what's happening. Well, unfortunately, Moldova is one of the most affected European countries by the Russian propaganda, which is very much coordinated by the Russian parties, the Russian media, the Russian social networks and influencers. All right, Daniela Vidaicu, Executive Director of the Moldova Soros Foundation. Bien sûr, les tentatives de peser sur les votes dans un sens favorable à l'Union européenne ne s'arrêtent pas là. On pourrait parler des obstacles mis en place pour empêcher le vote de la diaspora moldave vivant en Russie, ou rappeler le rôle joué en Géorgie par des instituts de sondage américains ou des ONG occidentales, pour promouvoir le récit d'une victoire de l'opposition pro-UE, qui d'ailleurs, à l'heure où nous tournons cette vidéo, ne reconnaît toujours pas les résultats officiels et appelle les citoyens à descendre dans la rue pour les contester, un peu à la manière de ce qu'avaient fait les partisans de Donald Trump en 2020. Sauf que curieusement, cette fois, les contestataires ne sont pas qualifiés de putschistes ni de nazis par la presse européenne. La raison en est évidente, c'est qu'au même titre que Vladimir Poutine, les dirigeants occidentaux ont un intérêt direct à ce que les pays d'Europe de l'Est adhèrent à leur modèle. Tout simplement parce que ce modèle est fondé sur le besoin permanent de réduire les coûts de production et donc de délocaliser une part toujours plus importante des moyens de production, industriels comme agricoles, vers des pays à bas coût, tels que la Moldavie, où le salaire minimum se situe autour de 250 € par mois, après avoir créé, à coup de traités, les conditions de la libre circulation des biens, des capitaux, des personnes et des services. Apropierea de UE înseamnă beneficii concrete prin eliminarea temporară a taxelor vamale pentru 7 produse agricole din Moldova. Ne-a permis să devenim, anul trecut, principalul exportator de prune în piața Uniunii Europene. Le bâtiment est délabré, il date de l'époque soviétique, mais devant, la voiture de luxe du patron est un premier signe, les affaires vont bien. Bienvenue dans l'une des principales usines textiles de Moldavie. Les machines tournent à plein régime, presque exclusivement pour habiller les Européens. Et soyons honnêtes, si cette tendance est catastrophique pour la majorité des Français, qui, avec leur capacité de production, voient se détruire leurs emplois, leurs richesses et leur autonomie nationale, pour les pays encore en développement, l'adhésion au projet soutenu par les dirigeants occidentaux peut leur faire gagner gros. Il implique certes des sacrifices, il implique certes de perdre beaucoup de ce qui faisait leur spécificité, mais ils leur permettent aussi, en récupérant nos usines et nos exploitations agricoles, de connaître une croissance accélérée. Et jusqu'à il y a peu, sur la base de cette seule promesse, l'Union européenne était capable d'attirer à elle la plupart des pays de l'Est. Aujourd'hui, cette dynamique est clairement enrayée. Et ce n'est bien sûr pas un hasard. Car, tant que ces pays n'avaient à opposer au modèle occidental que la nostalgie de l'époque soviétique, le choix entre les deux était vite fait. Un pays, une population ne vit pas uniquement de souvenirs. Mais désormais, face au modèle social, économique, politique et culturel de l'Occident, commence à se dresser un concurrent de taille. Nous parlons là bien évidemment du modèle que sont en train de construire, pas à pas, les pays des BRICS. La Russie bien sûr, mais aussi la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Iran et un nombre toujours plus conséquent de pays adhérents ou candidats à l'adhésion. Les BRICS, dont, au hasard du calendrier, le 16e sommet se déroulait précisément entre le référendum moldave et l'élection géorgienne, avec parmi les principaux thèmes abordés, celui de la construction d'une alternative au dollar comme moyen d'échange international.
Les BRICS, qui désormais semblent former un nouveau pôle d'attraction pour les pays émergents, aux grandes dames d'un Occident dont le modèle mondialisé se fracasse un peu plus chaque jour sur cette nouvelle réalité. Nous vous le disions en introduction de cette vidéo, derrière les votes de la Moldavie ou de la Géorgie, qui peuvent d'ici sembler bien lointains, ce sont en réalité de grands bouleversements qui sont à l'œuvre. Où exactement nous mèneront-ils? Quel ordre mondial en ressortira? Impossible de le prédire pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que c'est loin d'être la fin de l'histoire. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis. On espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, on vous invite bien sûr à la partager autour de vous. Nous le savons, dès lors qu'il est question de la Russie, de l'Europe, des questions géopolitiques brûlantes, ceux qui s'y intéressent peuvent faire montre d'énormément de passion. Pour notre part, nous avons essayé de traiter le sujet de la manière la plus factuelle, la plus détachée possible, dans l'idée de comprendre le sens derrière les événements, sans nécessairement choisir un camp. Entre les intérêts de la classe dirigeante européenne ou américaine et ceux de la classe dirigeante russe, nous n'avons pas à prendre parti. Notre seul camp, c'est celui du peuple français, celui des intérêts de la France. Et pour pouvoir défendre ces intérêts, le mieux, c'est de commencer par comprendre les événements, sans céder à la propagande de ceux qui, d'un côté ou de l'autre, voudraient nous transformer en petits soldats. Et en cela, nous espérons avec cette vidéo vous avoir été utile et avoir nourri votre propre réflexion. Si tel est le cas, si vous trouvez que cette vidéo a été utile, si vous pensez que notre travail en vaut la peine, nous vous invitons à soutenir financièrement le fil d'actu via notre page Tipeee, dont le lien se trouve sous cette vidéo. D'après ce que nous venons de dire, vous devez vous en douter, nous sommes un média 100% indépendant. Cela signifie que nous ne touchons aucun euro d'argent public, que nous ne travaillons pour aucune marque, ni aucun groupe financier, politique, ni bien sûr aucun État. Nous ne sommes d'aucune faction, nous travaillons librement, nous développons nos analyses uniquement pour vous, mais la contrepartie de cela, c'est que pour vivre de ce travail, pour faire vivre la chaîne, nous avons besoin de vous et de votre soutien. Depuis notre dernière vidéo d'appel aux dons, vous avez été des centaines à répondre à notre appel et à devenir tipeurs du fil d'actu. Et nous vous en remercions très chaleureusement. Nous reviendrons là-dessus très prochainement, mais grâce à vous, le fil d'actu va pouvoir continuer à donner du sens à l'information, à faire vivre une réflexion qui aujourd'hui nous semble faire tant défaut dans le paysage médiatique, intellectuel et politique. Donc, encore 1000 merci à vous tous, les tipeurs, de nous donner les moyens de faire ce travail. Et si vous aussi, vous hésitiez jusqu'à maintenant et que vous voulez devenir tipeur du fil d'actu, contribuer à faire vivre l'émission à hauteur de quelques euros par mois, on vous invite bien entendu à le faire. Si et seulement si vous en avez les moyens, bien sûr. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur la page Tipeee de la chaîne dont le lien se trouve en description, donc sous la vidéo, de choisir une formule de soutien parmi celles proposées ou d'entrer un montant libre, de choisir un moyen de paiement et de suivre les instructions de la plateforme. On vous dit merci d'avance et bienvenue dans l'aventure. Pour terminer, si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce vers le haut, ça ne coûte rien mais ça fait plaisir et surtout ça améliore le référencement de la vidéo sur YouTube, donc c'est loin d'être inutile. Si vous souhaitez débattre, vous pouvez bien sûr le faire en commentaire sous la vidéo et comme nous allons certainement avoir un rythme de sortie assez soutenu jusqu'à la fin de l'année. Afin d'être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, si ce n'est pas déjà fait, mais aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, X, Instagram et Facebook. Encore merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.